Le jour où l'Afrique apprendra à gérer intelligemment tous ces gens qui veulent, comment dire, tirer parti de ces richesses, elle deviendra la première puissance mondiale parce qu'elle aura à la fois la jeunesse, la démographie, les matières premières et la capacité à gérer la nature. C'est la puissance africaine. Pourquoi est-ce que le Niger t'en prend tout cela? Parce que c'est un pays très riche potentiellement, mais qui est très pauvre dans les faits. Riche parce que leur sous-sol est très riche, mais c'est exploité par des compagnies étrangères dans lesquelles le Niger n'a pas voix à la parole. Il ne donne pas le prix de l'uranium, il ne fixe pas les conditions de revente, il ne bénéficie que de très peu de retour sur investissement. Ça aussi, est-ce que c'est en lien direct avec les accords coloniaux signés entre la France et beaucoup de pays sahéliens, notamment le Mali ou encore le Burkina Faso? Alors le lien direct, c'est déjà le franc CFA. On commence par mettre une laisse à ces pays-là en donnant une monnaie de singe qui ne vaut rien. Je donne le rapport direct, 1500 €, c'est 1 million de francs CFA. Combien? 1500 €, c'est 1 million de francs CFA. Donc vous n'avez aucun pouvoir économique, vous ne choisissez pas la valeur de la monnaie. Qui ne choisit pas la valeur de sa monnaie ne choisit pas la valeur de son économie. Ensuite et surtout parce que les compagnies étrangères comme Areva, qui s'appelle Orano aujourd'hui, contrôlent totalement les trois grandes zones d'exploitation de ces minerais qui sont essentiels pour la France, qui c'est 30% de l'approvisionnement, ce fameux minerai qu'on appelle l'uranium. La France perd pied. Depuis plusieurs années, partout, notre pays se comporte de manière arrogante et belliqueuse. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. On a assez de recevoir des leçons, ou du moins des leçons de la France, alors que la France est à la base, on va dire entre guillemets, de tous les maux de l'Afrique. Pas un conflit sur notre planète sans des armes made in France pour l'attiser et le rendre plus meurtrier. Du Yémen à l'Éthiopie, de la Birmanie au Sahel, du Haut-Karabakh à la Libye, notre pays arme très fréquemment le bras de la mort. C'est la signature française de ce début de siècle. Quel malheur. Je pense m'étouffer avec ça. Que ce que nous attendons de la France, grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile et moins empreinte de mépris vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer. Tous les problèmes que les gens sont en train de vivre au Niger, en Afrique totalement, c'est la France qui est le noyau. C'est lui qui est à la base de notre souffrance. On n'a pas de problème avec les Français et les ressortissants européens, on a des problèmes avec les gouvernements européens. On est dans une période où de plus en plus de dirigeants ou de jeunesse africaine bombent le torse vis-à-vis de la France, en expliquant bien qu'ils ne sont pas contre le peuple français, mais contre la politique africaine ou le rôle des multinationales françaises, mais pas que, en Afrique. Côte d'Ivoire, Vietnam, Algérie, Madagascar, Syrie, Maroc, Gabon. L'empire colonial français s'est effondré en l'espace d'un quart de siècle. On sert aux Français l'histoire qu'ils ont envie d'entendre. Celle d'une nation civilisatrice qui apporte génie et progrès partout où elle règne. L'ordre international est bousculé de manière inédite. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi, mais nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Un grand bouleversement qui se fait sans doute pour la première fois dans notre histoire, à peu près dans tous les domaines, avec une magnitude profondément historique. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, ouais, c'est pas faux, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Legacies of colonialism is that the poor countries of the third world are continuing to export raw materials, and the countries of Europe and North America produce and export finished products. This stems from a practice that was developed long ago, and the intention was to make sure that the countries of the third world remain backward and remain dependent and are never able to develop. So to this day, they are continuing to survive on the export of raw materials. That has always been to the disadvantage of the country exporting the raw materials, and it gets worse each year. Les choses changent. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne
absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu. Je veux rien savoir de ce que déclare Emmanuel Macron. Plus personne n'en a rien à foutre de ce que dit Emmanuel Macron. Il a un rapport au langage complètement psychotique. Ce type ne croit pas un mot de ce qu'il prononce. Il est fou, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger, ce que nous voulons. Nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. Ça fait trop longtemps qu'il pratique une rhétorique absolument déconnectée de la réalité. Il a perdu totalement le contact avec ce que c'est qu'un pays, avec ce que c'est qu'une société, avec ce que c'est que les travailleurs. Il ne sait plus rien de nous, alors on ne veut rien savoir de lui. Oula. La politique extérieure française est dans l'égarement. Égarement en continuant de vendre de manière assassine contre le droit international et en connaissance de cause des armes qui finissent par tuer les enfants du Yémen, ce péché originel du quinquennat. Égarement quand l'ambassadeur de France au Togo porte plainte contre 2 journaux d'opposition de Lomé pour des articles pas assez respectueux des politiques de la place parisienne, faisant ainsi suspendre leur publication et cette étrange conception de la liberté de la presse. Également dans votre habitude de soutenir le 3e mandat de chef d'État devenu par là même dictateur et qui n'en demandait pas tant de la part de la France. Également criminel en ne reconnaissant pas cette terrible bavure au Mali en janvier 2021 qui, d'après une minutieuse enquête des Nations Unies, a reconnu que notre armée avait tué 19 civils à Bounty. Notre crédibilité à l'égard des peuples de la planète s'amenuise de jour en jour. Le constat est déjà fait précédemment. Nos valeurs sont trahies. Mais vous osez encore appeler de vos vœux un nouvel humanisme du XXIe siècle dans votre feuille de route. La politique extérieure de la France est dans l'égarement. Elle ne sert plus un pays, mais quelques de vos amis. Monsieur le ministre, vous vous êtes égaré. Mais je ne vous demanderai pas aujourd'hui de démissionner, car je crois en réalité que vous avez déjà démissionné depuis bien longtemps. Et quand j'entends la Russie se dire prête à œuvrer à des coopérations nouvelles, à un ordre international nouveau, sans hégémonie. La belle affaire, mais sur quel principe? L'invasion du voisin? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas? Quel est cet ordre? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Parce que les industriels français font pire. On achète des terres à tire-larigot en Afrique 3 fois rien que pour spéculer, c'est nos milliardaires qui font ça. Voilà pourquoi on ne pose pas le débat sur la table. Les Chinois, c'est pas beau ce qu'ils font, mais nous non plus. Peut-être nous étions-nous endormis, disant c'est notre précaré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets, hein, et pas de malentendu. Le gouvernement algérien, le pouvoir algérien issu du FLN, ne parle que de la colonisation française. Il y a d'autres colonisations avant. À l'instant même, on annonce le décès de la reine d'Angleterre. C'est officiel, donc la reine est morte. On vient d'apprendre donc la mort de la reine, c'est officiel. C'est très précis, en XVIIIe siècle, l'industrie textile indienne était nettement supérieure en qualité à l'industrie textile britannique. Les Britanniques ont détruit l'industrie textile indienne et ont interdit qu'à l'intérieur de l'Empire britannique, on puisse importer des draps et d'autres produits manufacturés des colonies. Et donc on a tout produit à Londres, en copiant aussi les techniques indiennes. Et alors à partir de Londres, on a exporté du textile, des cotonnades, vers l'Inde et on les a imposées en Inde. C'est une œuvre d'exploitation, de spoliation et de destruction de ce qui existait sur place. Nous sommes très angoissés pour l'avenir de nos enfants. Mais quelle sera leur vie? On sent la pression de l'homme blanc qui monte tout autour de nous et de notre forêt. Et que vous le vouliez ou non, nous résisterons. Et nous nous battrons pour que vous ne souilliez pas notre terre. Le drapeau de Buckingham Palace, qui est en berne. Alors c'est assez incroyable. Car ici tout est faux. Le décor a été construit par la BBC pour un feuilleton télévisé. La vendeuse de fruits et légumes est en fait une comédienne. Les badauds qui marchandent sortent tous d'un cours de théâtre. Les autorités nigérianes affirment que cette mise en scène était dictée par des raisons de sécurité et de bienséance. On ne pouvait pas infliger à la reine le spectacle et le chaos de la vie au Nigeria. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur.
Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale, et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. Notre père a raconté, c'est qu'ils travaillaient dans les champs et ils étaient payés en pommes de terre. Les belles pommes de terre, elles étaient à vendre ou pour le colon, et les pommes de terre abîmées, ils les partageaient en deux, la moitié pour les ouvriers et l'autre moitié pour les cochons. C'est la misère noire. Avec les colons. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. C'était toujours été une terre coloniale. Si vous voulez parler de moi, je ne suis pas exactement un immigré. Moi, je suis un peu comme un Martiniquais ou un Alsacien. C'est-à-dire que c'est la France qui est venue chez moi et qui m'a conquis. Et je la bénis. En Martinique, on les appelle les béquets, les blancs créoles. Nous sommes des esclaves. C'est pas un peu trop de dire que vous êtes des esclaves? Mais nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Mais c'est la réalité. Nous sommes des esclaves. Esclaves modernes. Aïe chercher Aubéry, Ayotte, Délicie, Dérénal, Viviès. Ça c'est des gros béquets. Ça va aussi, madame? Non. C'est pas eux, nous sommes là. Ils sont en train de couillonner les ouvriers. Tout le temps, ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent dans la banane et on voit qu'ils font des bénéfices. Ils sont même filés des milliardaires de la banane. Le dialogue social n'est pas bon avec les béquets. Ah non, ça c'est un dialogue social à la con. Ouais, mais que ça faux, bah, moi. Dialogue social à la Martinique, c'est à la con. Qui est votre patron? Bernard. Il parle surtout du mauvais côté de ça, mais il y a eu un bon côté aussi. C'est l'homme, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est quoi les bons côtés de l'esclavage? Il y a des colons qui étaient très humains. Allez, avec le esclave. Eh bien, on a tué Odin. On l'a tué au couteau pour faire croire que c'était les Arabes qui l'avaient tué. Ça vous va? Ben, si c'est la vérité, oui. Il faut raconter la vérité. C'est pas que ça, il faut pas que ça m'aille. Moi, je veux la vérité, la vérité. Mais la vérité, c'est qu'on a tué, j'ai dit. Il faut qu'on tue. Il faut qu'on tue, Odin. Voilà, c'est très fort hein, comme propos, comme affirmation. Un couteau dans le cœur pour faire croire que ce sont les Arabes. مستعمرين عم بكش عربي ذكر الشارع هنا كما راك يدنقي ولا لا عربي ما شرب مرة العرب وش اللي ليهم الجبل والجبل دايرين قارد فيه اللي يحكموا منحى يروح لهم للديار اللي يحكموا منحى مطرق يدير له بروسي حق النبي لا مرة وكلهم غير الجبل دايرين قارد محلف يظل يدور اللي يحكموا يدير له بروسي كل ما يسلكوش يديوه للحبس شعيبة ولا غيديوه للحبس هذا البروسي نتاع الجبل نتاع الحطب ميلارد كيما تدنق على بصرك اكل الجوج من ثلاثة من الناس وانا تصور عم بك نظرت على في الباطل نظرت على حقيقة جاعوا. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Si l'on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico. Pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico. Ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome. Ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome. C'est que la France est autre chose et bien plus que la puissance industrielle, agricole ou militaire qu'elle doit et peut redevenir. C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Voici la carte du grand partage de l'Afrique. En 1914, seuls 2 pays avaient échappé à la mainmise européenne. Le Libéria à l'ouest et l'Éthiopie à l'est. L'Angleterre s'était taillé la part du lion
l'Égypte et le Soudan au nord, l'immense richesse de l'Afrique du Sud, des colonies de valeur comme la Rhodésie et le Kenya, et des territoires fortement peuplés comme le Nigeria et la Côte de l'Or. La France occupait l'Algérie depuis 1830. À présent, après de nouvelles guerres de conquête, elle ajoutait d'autres colonies à son empire au sud du Sahara, y compris l'île de Madagascar. Le petit Portugal se taillait à 2 vastes colonies, l'Angola et le Mozambique, tandis que l'Allemagne impériale s'empara du Cameroun et du sud-ouest africain et sur la côte orientale du Tanganyika. Le vaste bassin du Congo tomba entre les mains du roi Léopold de Belgique. L'Italie et l'Espagne complétaient le reste. La face du continent se trouvait intégralement modifiée. C'est pas notre monde. Nous voulons créer un monde nouveau. Un monde qui ne sera pas comme par ce qu'on appelle aujourd'hui les pays riches ou les pays industrialisés. Un monde qui prendra en considération les intérêts des pays riches, les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays développés et les pays en voie de développement. Sinon, c'est l'impasse. Ce journal sur les principales questions d'actualité régionale et internationale évoquées par le président algérien dans son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux. S'agissant du Niger, actualité oblige, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'impératif de rétablir la légitimité constitutionnelle, soulignant son rejet total et catégorique de toute intervention militaire dans ce pays. وقطعي بالنسبة للتدخل العسكري والناس يعني الناس اللي عاقلين الناس اللي يشوف الدول اللي دخلتوا فيها عسكريا وين راها اليوم يعني ما زال مشاكل مطروحة فيها ما زال دول متشعبة ما دام كذا ما زال شوف ليبيا شوف سوريا التدخل العسكري ما يحل حتى مشكل. Nous avons en effet, avec la rive sud de la Méditerranée, des liens historiques, civilisationnels, culturels très profonds. Et l'Europe ne peut pas réussir, et la France au premier chef, si nous ne repensons pas et revisitons pas ces liens. On ne parle plus aujourd'hui de la Méditerranée qu'à travers le sujet des migrations, ce scandale humanitaire que j'évoquais, ou les sujets de protection sur lesquels nous devons nous organiser. Et là aussi, c'est le risque d'un affaiblissement géopolitique et domestique. Car quand on parle de la rive sud de la Méditerranée comme de l'Afrique, on parle aussi de fait de la France. J'ai été amené à le redire lors des commémorations du mois d'août. La France a une part africaine en elle parce que des combattants de ce continent ont sauvé notre pays et notre liberté. Et nos destins sont liés, même s'ils sont aussi liés par des pages sombres et des blessures. Qu'au fond, demain se prépare en Afrique et avec les Africains. Et je crois que sur ce sujet, cette ligne, qui peut-être parfois est une ligne de crête pour nous, c'est une stratégie essentielle et c'est la plus efficace. Ne tombons pas dans le piège qui consisterait à faire de l'Afrique un théâtre d'influence. Il y a aujourd'hui une stratégie chinoise, une stratégie japonaise, une stratégie turque, chacune avec leur logique, évidemment une stratégie américaine en Afrique. Je crois très profondément que notre stratégie ne doit pas être une stratégie de part de marché, d'influence, d'hégémonie prédatrice qui parfois est au cœur de certains de ces projets que je viens de citer. Non. C'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations. Regardons l'Inde, la Russie, la Chine. Elles ont une inspiration politique beaucoup plus forte que les Européens aujourd'hui. Elles pensent le monde avec une vraie logique, une vraie philosophie, un imaginaire que nous avons un peu perdu. Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi.
Et donc tout ça vient nous bousculer très profondément, vient rebattre les cartes. Je ne parle pas évidemment de l'émergence africaine, chaque jour confirmée, et qui se traduit aussi là par une recomposition profonde, et j'y reviendrai aussi. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise en Ukraine renforce la place géopolitique de l'Algérie. Là, il y a eu la visite du ministre russe des Affaires étrangères. Mais en mars, c'était le secrétaire d'État américain qui est allé voir les Algériens. Il y a eu, il y a quelques semaines, le Premier ministre italien qui rend des visites, et l'Italie qui va devenir le premier pays qui bénéficiera de la hausse des exportations de gaz algérien. Contrairement à l'Espagne qui risque de voir fermer les robinets algériens parce qu'il y a eu une friction à propos du Sahara occidental. Bon, clairement, on voit que grâce à ces richesses pétrolières et gazières, surtout, l'Algérie va pouvoir les utiliser comme un instrument de diplomatie et de politique étrangère, et de vouloir et faire pression et faire tout simplement monter les enchères. لحد الآن احنا ننتظر في البرنامج تاع الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية. زيارة الدولة لها متطلبات، وزيارة الدولة لازم تخرج بنتائج. زيارة الدولة ما تكونش زيارة سياحية، هذا هو الكلام اللي كنا فيه. مازالت قايمة لما نتفق على برنامج اللي يجسد زيارة دولة نمشي، ما فيش، ما عندناش أمور مبدئية اللي قال ما نمشي ولا ما نمشي. الفاعلين في هذا الصين، روسيا، جنوب أفريقيا، حتى البرازيل. ديلما الرئيسة السابقة تاع البرازيل اللي هي رئيسة البنك الحالي قالت الجزائر ضرورية للبريكس، لأن الجزائر منفذ لشيماء، ماهيش غير وحدها، بوابة لعدم الانحياز وعدم كذا. ثانية إذا كان تفاهموا على الأغلبية راه عندنا يتفقوا، قال ما نقبلوا حتى واحد، شغلهم شنو نفرض فيها على البريكس. ما هي العمل اللي يقدمه هنا البريكس ولا الشيء اللي يقدموه البريكس؟ بريكس هو قطب جديد راه في النشأة نتاعو، قطب اقتصادي أولا، ممكن ياخذ صبغة سياسية كذلك. وحنا والصينيين ناضلنا كثير في هذا الاتجاه على أساس نخلق أقطاب العالم أحادي القطبية، هذا خرجوا منه خلاص نهائيا. Les BRICS, c'est 40% de la population mondiale. C'est maintenant un PIB sur ces 5 pays qui est supérieur au PIB des pays du G7. اليوم الجزائر والصين ما فيش ولا سحابة صيف بيناتهم، وعارفين باللي المشاريع التي طرحت احنا مستعدين نمول معاهم، ماشي قال روح مول لي، مستعدين نديروا شركات مختلطة، مستعدين كذا. الصينيين مثل الدول الأخرى باش ينطلق في مشروع لازم المشروع يكون مدروس، يكون دراسة دقيقة باش نعرف كيف البداية وكيف النهاية. هذا ما كان، يعني ما ننطلقش أنا في ملايير دولارات هكا يعني عاطفيا. فيه استعداد تام للصين باش تتعامل مع شريك موثوق فيه جدا. Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Pourquoi une banque comme les BRICS ne pourrait-elle pas avoir une monnaie capable de financer les relations commerciales entre le Brésil et la Chine et entre autres les autres pays des BRICS? Le ton est donné, la guerre au billet vert une nouvelle fois déclarée. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est la première monnaie de réserve mondiale. Les différentes banques centrales nationales qui constituent des réserves de change à la fois en devises étrangères et en or le font en majorité en devises américaines. Le billet vert est accepté partout dans le monde. Tout le monde connaît le billet vert dans les coins les plus... C'est la monnaie universelle, en clair. Le Covid, la guerre en Ukraine, les sanctions économiques visant la Russie, les faillites récentes de certaines banques occidentales ont accéléré la défiance à l'égard du dollar. Nous exhortons une fois de plus le G7 à examiner ses propres problèmes, à abandonner la mentalité de la guerre froide et les préjugés idéologiques. Nous lui demandons de s'abstenir de faire preuve de condescendance et de dire aux autres pays ce qu'il doit faire.
Nous lui demandons également de cesser de s'ingérer grossièrement dans les affaires intérieures des autres pays et de cesser de créer des confrontations et des divisions au sein de la communauté internationale. Est-ce la fin du dollar? La monnaie américaine est aujourd'hui encore la monnaie de référence mondiale. La moitié des échanges commerciaux planétaires se faisant en billets verts, un outil de domination et d'influence géopolitique pour les États-Unis que certains pays comme la Chine en tête, mais encore la Russie ou le Brésil veulent contrecarrer. Et pourquoi pas avec le lancement de leur propre monnaie? On avait bien compris qu'ils se sont manifestés tout seuls avec son petit panneau le dollar c'est de la daube. On se faisait bombarder Tripoli, on se faisait envahir Bagdad, on se retrouvait avec une guerre à Moscou. C'était possible quand les Américains pouvaient shooter un après l'autre tous les trublions. Là, si d'un seul coup il y en a 50, vous ne pouvez plus rien faire. Ce qu'on évite de regarder en face, c'est l'effacement progressif de la France dans les affaires du monde. Les spécialistes du déni ne peuvent plus le cacher. Dans son ancien domaine colonial, par exemple, le désamour est réel et il est réciproque. Par exemple, le dernier vrai sommet Afrique-France remonte à 2017, 5 ans déjà, c'était au Mali. Aujourd'hui, Emmanuel Macron serait accueilli avec des cailloux à Bamako. L'an dernier, l'Élysée a monté un vrai faux sommet à Montpellier, qui n'est pas une capitale africaine, avec un seul président invité, Emmanuel Macron, et de jeunes Africains pour faire de la figuration. Les autres chefs d'État, le Gabonais, le Togolais, se consoleront au prochain sommet du Commonwealth. Bonjour. Il s'agit de la 50e intervention française en Afrique subsaharienne depuis les indépendances d'il y a 50 ans. Cette intervention en Centrafrique s'inscrit dans une longue lignée d'opérations menées par les troupes françaises dans cette colonie, indépendante officiellement depuis 1960, en proie à la pauvreté, à l'instabilité et au conflit. Autant d'interventions qui n'ont jamais permis de répondre aux maux qui gangrènent la Centrafrique. La Centrafrique, si elle n'est pas dénuée de ressources naturelles, est classée parmi les États les plus pauvres de la planète, occupant la 160e place sur 177 selon le classement de l'indicateur de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. La France y est le premier investisseur. Il est impossible dès lors de prendre part à ce débat sur l'engagement des troupes françaises en Centrafrique sans ouvrir le dossier de la France-Afrique. Tous les 10 ans ou presque, un président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État, derrière lequel la France n'est jamais très loin. Le peuple centrafricain a ainsi vu défiler des personnages insensibles à son sort, aussi corrompus qu'irresponsables. Les uns après les autres, les dictateurs ont été choisis et maintenus au gré de nos intérêts, entre guillemets, mais aussi pour protéger des bases militaires françaises dans ce pays considéré comme un porte-avions au centre de l'Afrique, utilisé lors de nombreuses interventions militaires dans la région. Un intérêt pétrolier indiscutable des Français qui se disaient tiens, si on met la main sur le pétrole, ça serait pas mal. En réalité, la guerre du Biafra, c'est une guerre entre les compagnies pétrolières, je dirais, anglophones et les Français. On peut habiller ça comme on veut, mais le fond de l'histoire, il est là. Au prix de milliers de vies. Pardon? Au prix de milliers de vies. Ah oui, ça c'est sûr. Ce qui était vrai pour l'Empire français l'était aussi pour toutes les autres colonies. Dans la Côte de l'Or, le cacao était le produit qui, à lui seul, rapportait autant d'argent que toutes les exportations des colonies. Le cacao était totalement cultivé et récolté par des Africains qui devaient le vendre aux Anglais et à des acheteurs étrangers. Tous s'entendaient pour le payer un prix artificiellement bas. Les agriculteurs du Ghana, à l'époque la Côte de l'Or, firent si bien qu'ils devinrent les plus grands producteurs de cacao du monde et donc de chocolat que les Africains ne consommaient pas. Mais les bénéfices étaient loin d'être partagés équitablement. L'historien ghanéen Adou Boahen nous dit: Sans aucun doute, les agriculteurs étaient escroqués. Les prix du cacao n'avaient aucun rapport avec ceux des marchandises importées. Nous n'avions pas notre mot à dire dans l'établissement des prix de nos propres marchandises. Très gros déficit d'éducation sur ce sujet-là, qui en plus aujourd'hui
et un peu mis sous le tapis. Et je trouve que l'État français, en fait, manque à son devoir en n'apprenant pas cette histoire. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Ils se nomment Petite Capeline, Tambo, Moliko, Otabenga, Marius Kaolé et Jean Thiam. Ils font partie de ces 35 000 enfants, femmes et hommes, à avoir été exhibés de par le monde dans des zoos humains de 1810 à 1940. C'est pas notre monde. L'histoire de ces zoos humains est une histoire de la colonisation et du racisme. Ces êtres humains fascinent parce qu'ils sont présentés comme sauvages, présentés comme anormaux, présentés comme ayant des difformités ou ayant des mœurs particulières, telles des cannibales. Et là, la fascination est fondamentale pour expliquer le succès des zoos humains, cette attirance pour l'autre, de l'étrange, de l'extraordinaire. La fascination a d'abord été scientifique. Les savants de l'époque vont étudier les corps des exhibés pour servir des théories raciales. C'est la misère noire avec les colons. Les exhibés vivent un enfer, déportation, maladie, humiliation. Beaucoup ne retournent pas auprès des leurs et meurent en terre étrangère. C'est un traumatisme dont les descendants ont du mal à se libérer. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces zoos humains deviennent inappropriés. La libération des peuples colonisés marque la fin de 100 ans d'exhibition d'êtres humains, devant près d'1,5 milliard de spectateurs. L'Occident cherche à effacer ce passé honteux, et les zoos humains sont bannis de la mémoire collective. Il reste même quelques crânes de héros de la résistance algérienne contre l'invasion française. On se demande d'ailleurs si c'est vraiment civilisé que de garder dans des musées les crânes de résistants algériens dont on fait des trophées. Cela pouvait s'expliquer à l'époque de la montée du colonialisme, mais pas à l'ère des indépendances et de la souveraineté des peuples. La France, puissance coloniale, engage alors la conquête de l'Algérie. Les combats vont durer de longues années, car face à l'armée française, des résistants se lèvent. Beaucoup ont été arrêtés, fusillés, décapités. Leurs crânes ont été rapatriés vers Paris. Ils font aujourd'hui partie des collections anthropologiques du Musée de l'Homme. Au sein de la prestigieuse Société d'anthropologie de Paris, la question qui occupe médecins, zoologistes et scientifiques de renom est celle de la supériorité de la race blanche. وقال لكم رب العالمين يعني انتم الناس راهي تسكن في القلاع وعاطين اربع اراضي المدام دليل هذه نتاعك. Non, mais on pourrait regarder pour corriger cet effet-là. خلينا نهضر. ثم جات المظاهره ماشي دايرين كشافه وليداتنا الصغار كشافه الاسلاميه الجزائريه دايرينهم هما الاولين يجيبوا في النشيد الوطني حي افريقيا حي افريقيا يا عباد. جينا ماشيين وفيها النسوة اللي زغرتوا فرحين لأن على كل حال اليوم رميشتيس والعالم كامل دار مظاهرة في هذاك الوقت ماهوش إلا احنا حتى في أمريكا في إنجلترا في غيرها داروا مظاهرة نتاع يوم الرميشتيس مساكر تقابلوا علينا مثلنا بالرصاص الشرطية والجدرمية حكموا سكروا جزرنا كانت هنا الجزائريين العسكر الجزائريين سكروا عليهم واحد ما يخرج طلقوا العسكر نتاعهم وداروا لنا السياج. ثم على كل حال مدة نتاع شهرين ما كان ماكلة ما كان شراب دايرنا العسكر نتاعهم والعسى نتاعهم يدوروا في البلاد وفيها حواري يحلوا القرونات ويطيشوها على الناس. الو يجي القايد عليه اطلع ويعمروا بالكاميونات يجيبوا لهنا لا جندرمري لا طوطيره طويل يجيوهم لهنا يطيشوهم هنا. لو كان واحد المكان هنا هو ثم لا طيشوا الشعب يذبحوا ويطيشوا غروم ماساكر اللي صار في خراطه ما صراش. Vive la France, vive la République et vive les Français. Pouvoir corrompu algérien, vous êtes menottés par notre subtilité politique, par notre intelligence dans la démarche de vouloir le changement pour tout le peuple algérien. Alors, n'oubliez pas que Nekaz est là pour veiller au peuple algérien. Et tant que les Nekaz seront là, seront présents,
Le peuple algérien s'affirmera. Sur ces dernières paroles, je vous souhaite à tous une bonne soirée et faites la fête. C'est un jour de gloire aujourd'hui. Salam alaikum. Vive la France, vive la République et vive les Français. Regardons au ras des faits. Nous avons un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac qui a été condamné. Son premier ministre qui s'appelle Édouard Balladur est mis en examen dans l'affaire Karachi. Son ministre de la Défense est mis en examen dans l'affaire Karachi. Le successeur de M. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une affaire, va être envoyé devant le tribunal correctionnel pour une deuxième et est pris dans la nasse de l'affaire des financements libyens dont vous avez montré l'ouvrage tout à l'heure. Son premier ministre, François Fillon, est mis en examen dans l'affaire que nous savons. Son ancienne ministre de l'économie, qui est aujourd'hui à la tête du FMI, a été condamnée devant la Cour de justice de la République dans l'affaire dite Tapi. Il faut distinguer l'islam, qui est une religion incompatible avec la République, avec la civilisation française. L'ancien chef des services secrets intérieurs, M. Scorsini, est mis en examen dans une affaire de trafic d'influence de Sarkozy, a été... Non mais attendez, écoutez ce constat. Écoutez, il faut regarder dans le miroir de notre nation ce que je dis. Il a été condamné. D'innombrables conseillers sont aujourd'hui également pris dans les filets de la justice et condamnés. À gauche, on n'a pas le monopole de la morale. Ceux qui pensent que la gauche a le monopole de la morale se trompent. Il suffit d'aller au sud, M. Guérini, aller au nord, M. Kucheda, le ministre du budget qui était un fraudeur fiscal, M. Cahuzac. Il y a le parti qui se goberge du tous pourri pour faire croire qu'il y a un tous pourri qui s'appelle le Front National, qui est cerné par 5 enquêtes judiciaires. Vous avez le dégoût de la politique aujourd'hui? Oui. Ah oui, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Oui, c'est un cloaque. Alors, on peut dire aussi un marécage. Je dirais plutôt en ce moment, l'image qui me vient à l'esprit, c'est une piscine fangeuse, sanguinolente, dans laquelle barbotent et se mangent entre eux des caïmans et des crocodiles. Voilà. Ouais. Et maintenant que je suis, moi, à l'extérieur de ce cercle, ou plutôt de cette société de connivence où tout le monde se connaît, où tout le monde en fait partage à peu près le même mode de vie et les mêmes souvenirs des mêmes trahisons. Maintenant je suis à l'extérieur, je me dis mais quel discrédit. Ils sont copains entre eux, ils sont ennemis pour trahir un autre ami. Donc c'est la trahison du plus proche. Il y a un gars un jour qui m'a dit, qui travaillait avec moi, au moment de me trahir, il m'a dit pour trahir, il faut être proche. Ouais. C'est extraordinaire. Vous avez été trahi d'ailleurs localement, oui, voilà, c'est ce que vous avez dit politiquement, mais... Il faut distinguer l'islam, qui est une religion incompatible avec la République, avec la civilisation française. Dites-moi une liste non exhaustive, dites-moi quelle démocratie occidentale a ce CV judiciaire-là? Laquelle? Les États-Unis? L'Angleterre? Même l'Italie? L'Allemagne? Personne. Oula. Thanks to President Macron for this global financing pact. My friends, trust me. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. Et nous, et quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils sont voulus. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Il a raison.
Il a raison. Et nous, on va dire hypocritement, cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. Elle doit être de réinventer un partenariat, parce que nous avons parfois fait des erreurs dans le passé. Et donc nous pouvons nous inspirer des erreurs faites et nous en instruire. Win the yes, need the no to win. Again the no. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera. D'après le système dominant. Et ne chutera pas si on est dans ce autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre sera une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient des pauvres. Dans des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. La cupidité de nos banquiers est sans limite. Ils n'hésitent pas à s'enrichir au détriment des plus pauvres. La spéculation sur les denrées alimentaires affame des millions d'êtres humains. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. Si les États devaient dire la vérité, ça serait épouvantable. Parce qu'ils devraient dire aux gens, écoutez, voilà, la retraite, c'est pas 62 ou 63, c'est 70 ou 75. Ça veut dire que quand vous allez à l'hôpital, eh bien, vous paierez, parce qu'on n'a plus de sous pour le faire. Et quand vous allez être au chômage, ne comptez pas sur 70% de votre salaire brut pendant 2 ans. C'est terminé. Si vous dites ça, si vous dites qu'il n'y a plus d'allocation, qu'il n'y a plus parce que l'État est ruiné, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ça risque d'être un peu chaud dans les rues de Paris. Donc n'attendez pas de l'État qu'il fasse autre chose que ce qu'il sait faire parfaitement, c'est-à-dire continuer à monter les impôts et continuer à augmenter la dette, parce qu'il ne sait faire que ça, parce qu'il va pas se tirer une balle dans le pied en se coupant de ses électeurs. Voilà, ils feront ce qu'ils ont toujours fait, ce qu'ils font depuis des années, c'est-à-dire dès que vous avez un problème, il suffit de faire tourner la planche à billets. Quelle indignité. Noël nous a emmené visiter toutes les pièces de cette grande maison. Même si normalement, c'est interdit aux gens du peuple. Voilà, alors ici ça s'appelle la salle des fêtes. C'est l'endroit le plus somptueux de l'Assemblée nationale. C'est là où, au XVIIIe siècle, se faisaient de grandes fêtes quand ça appartenait à la noblesse française. Et c'est devenu un palais de la République. C'est vraiment incroyable. Il y a de l'or partout. C'est vraiment une drôle de maison. Chez nous, en Papouasie, il y a beaucoup d'or, de gaz et de pétrole. Les Blancs, ils viennent le prendre sur nos terres. Nous, on s'est toujours demandé où vous emmeniez tout ça. Mais maintenant que nous sommes chez vous, on voit bien que vous construisez des maisons tout en or. Alors, ça veut dire que cet or, vous le prenez chez nous pour l'emmener ici et développer votre pays.
Je vais commencer par vous dire qu'il y a une image qui a été trop longtemps véhiculée sur l'Afrique par le monde occidental. L'image d'une Afrique pauvre, d'une Afrique arriérée, d'une Afrique non civilisée, d'une Afrique sans histoire, sans gloire, sans héros. Il suffit de se rappeler les mots tragiques d'un président français dernièrement à Dakar en 2007, pour ceux qui se rappellent, qui avait dit que le problème de l'Afrique, c'était de sans cesse ressasser, de vouloir sans cesse répéter, de se libérer du mythe de l'éternel retour. C'était de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé. Donc voilà la conception occidentale de l'Afrique. Et il faut décoloniser aujourd'hui l'histoire de l'Afrique. La civilisation africaine, elle n'est pas née avec l'arrivée des colons occidentaux là-bas. Je dirais même plutôt que c'est le début de son déclin qui a commencé à ce moment-là. Et simplement aujourd'hui, des historiens très compétents sont en train de faire le travail de réhabilitation, d'éducation auprès de la jeunesse de cette vraie histoire du continent africain. Je vous montre simplement ce livre pour les gens que ça intéresse, Africa Unit. L'Afrique, elle a des langues. Elle n'a pas que des dialectes ou des patois, comme on entend. Le Swahili, par exemple, est aujourd'hui autant parlé que l'allemand dans le monde. Le Lingala est parlé 3 fois plus que le norvégien dans le monde. Donc ce n'est pas des dialectes ou des patois. L'Afrique a eu des royaumes aussi. Au Mali, au Bénin, on connaît. Et pas simplement des tribus, comme souvent on l'entend dire. L'Afrique a aujourd'hui des nations et pas des ethnies, qui est ce concept utilisé géopolitiquement pour maintenir une politique du diviser pour mieux régner. Enfin, le dernier point historique, on sait qu'en 1776, il y a eu la Révolution américaine contre l'Empire britannique. En 1789, il y a eu la Révolution française. Mais on oublie souvent la 3e révolution historique qui a eu lieu à l'époque, en 1804, qui est la création de la République haïtienne, donc la première république noire, fondée par des descendants d'esclaves avec Toussaint Louverture, et qui a été les prémices à un mouvement de libération continentale qu'on appelle le panafricanisme. En juillet 2016, donc, vous avez le Nigeria qui a inauguré son premier train à grande vitesse d'Afrique de l'Ouest, qui relie Abuja à Kaduna. Donc vous voyez Abuja à Kaduna ici. Ça, c'est un autre projet qui a été signé justement entre le gouvernement du Nigeria et le géant du rail chinois, China Railway Construction Corporation, qui a un contrat de 12 milliards de dollars pour la construction d'une ligne ferroviaire de 1400 km. 1400 km, 200 000 personnes vont être embauchées pour réaliser ce projet. 200 000 personnes, donc comme on l'a vu, 89% seront africains. Et une fois le projet réalisé, c'est 30 000 salariés qui bosseront à plein temps sur ce projet. Deuxième exemple, donc là, c'est l'Éthiopie. Donc là, vous avez le premier train à grande vitesse en Éthiopie qui était inauguré en octobre 2016. Donc, qui est long là de 753 km et permet au train de réduire la durée du trajet entre Djibouti donc, et la capitale éthiopienne Addis Abeba à seulement 10 heures contre 7 jours auparavant. On passe de 7 jours à 10 heures pour aller de Djibouti à la capitale éthiopienne. Donc c'est révolutionnaire. En septembre 2015 a été inauguré donc le premier métro d'Afrique subsaharienne, donc qui relie l'aéroport justement à la capitale. Et c'est également un projet qui a été financé entièrement par la Chine, enfin 85%, par la Banque d'exportation et d'importation de Chine, pour un montant de 475 millions de dollars, ce qui est rien du tout, et réalisé par la, encore une fois, China Railway Engineering Corporation. Donc c'est 31 km de lignes de métro, 39 stations, et c'est 60 000 passagers par jour. Donc ça a apporté vraiment une révolution par rapport aux bouchons qu'il y avait avant. Et enfin, pour finir, peut-être le plus beau, voilà, donc ça c'est le dernier exemple, c'est le financement par la Banque Exim à 90% du premier train à grande vitesse du Kenya pour 3 milliards 8. Ça a été inauguré le 31 mai 2017, donc là il y a quelques mois, grâce à la Chine également. Le président du Kenya, M. Kenyatta, a pu inaugurer dans une ambiance très festive la ligne ferroviaire de 472 km qui relie la capitale à Mombasa, le plus grand port d'Afrique de l'Est. Vous voyez ici. Cette ligne de chemin de fer est le plus grand projet d'infrastructure entrepris par le Kenya depuis son indépendance en 1963. Donc là, vous voyez Concelia Were, donc est une jeune de 23 ans, elle est ingénieure électrique et elle parle couramment le chinois et a été l'une des 8 femmes à avoir été formées pour être les premières conductrices de locomotives au Kenya. C'est même elle qui a fait le premier voyage officiel avec le président à bord du train. Et d'après mes calculs et d'un point de vue purement économique, le sourire de cette Kenyane
vaut 1000 fois plus que tous les produits dérivés de la planète finance, car il est l'expression même du nouveau paradigme lancé par Xi Jinping et son projet Une ceinture, une route. Ensuite, vous voyez les formateurs en train de former justement les Kenyans. Donc ça, c'est les 66% de formation professionnelle. Donc là, c'est l'histoire de Joseph, qui est un vendeur de tickets de bus, qui avait une formation d'ingénieur et qui n'avait pas trouvé de travail. Et grâce au projet, il a été formé donc, pour pouvoir poser des pylônes justement le long de la ligne de chemin de fer par son formateur. Et dans ce documentaire, il y a vraiment des choses très touchantes. Vous avez toute une discussion entre le formateur et lui, et parce qu'il travaille très dur. Les formateurs chinois sont très très stricts. Et donc les Chinois font bien le boulot et le formateur lui dit, voilà, quand je serai plus là, quand nous on sera plus là, faudra jamais négliger tout ce qu'on vous a appris, tous les tests, chaque étape est fondamentale dans ce genre de grand projet. Et je te pose la question, est-ce que tu comprends pourquoi on est si strict avec toi? Et lui donc répond non. Et lui dit, parce que tu es le premier Kenyan, une nouvelle génération va naître pour faire ces grands projets. Et si tu ne le fais pas bien maintenant, tu ne pourras pas l'enseigner à tes compatriotes. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est la formation en résistance des matériaux, par exemple, dans les laboratoires. Il y a plus de 6 grands laboratoires de recherche scientifique qui ont été créés. Et là, on voit une scène également où on teste la pression sur les rails. Je vous laisse un petit peu apprécier. Donc, vous pourrez trouver ça sur Internet. C'est vraiment un documentaire exceptionnel. Donc, il faut savoir que sur ce projet, en fait, c'est 46 000 emplois qui ont été créés pour les Kenyans. Ils ont travaillé parfois jour et nuit. On voit là les Kenyans qui ont été formés, qui forment à leur tour leurs compatriotes. Et il a été réalisé dans un temps record, donc en moins de 1000 jours. Donc, c'est quand même assez rapide. Et ce que disent les Chinois, c'est que les Kenyans étaient tellement enthousiastes que s'ils les avaient écoutés, ils n'auraient pas demandé à bosser 35 heures, mais plutôt bosser 80, 100 heures, tellement ils étaient impatients que ça arrive, ils étaient tous très motivés. Donc là, on voit le président inauguré donc le 31 mai 2017. Donc ça a quand même nécessité la création de 79 nouveaux ponts dans la région, 33 stations le long de la route pour 2 ans et demi de travail. Donc on voit aujourd'hui l'inauguration avec Conselia qui conduit le train donc pour la première fois à 23 ans, première historique pour le Kenya. Donc présent lors du forum Une ceinture, une route qui a eu lieu à Beijing, le président du Kenya, M. Kenyatta, a obtenu une promesse. Je laisse un petit peu les images, elles sont magnifiques. Ah oui, tu peux repasser au slide du coup. Donc, il était présent donc, au sommet à Beijing, M. Kenyatta. Il a obtenu une promesse de financement supplémentaire, donc pour 3 nouveaux milliards et demi de dollars pour poursuivre la ligne. Donc là, celle dont on a parlé, elle va de ici à ici. Et donc là, ils ont eu les budgets nécessaires pour aller jusqu'à Malaba, donc à la frontière ougandaise. Et ça, c'est les prémices de ce qui va être une révolution en Afrique, c'est-à-dire le premier chemin de fer transcontinental qui ira probablement donc de Mombasa jusqu'à Pointe-Noire de l'autre côté. Donc à l'occasion d'un sommet Chine-Afrique en 2012, qui est organisé tous les 3 ans, Li Keqiang, le Premier ministre chinois, avait déclaré, je le cite, qu'il rêvait de voir toutes les capitales africaines interconnectées. C'est vraiment le mot très présent dans la politique chinoise, l'interconnectivité, grâce à des trains à grande vitesse, afin de renforcer l'intégration régionale et le développement. La Chine est prête à coopérer avec l'Afrique pour transformer ce rêve en réalité. La Chine est prête. Et c'est le défi que nous venons lancer aujourd'hui à la France, d'enfin voir l'Afrique avec les yeux du futur. Voilà, merci. Qui fait des études d'économie ou de finance ici? Despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done,
Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and striving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out, in foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out because it offsets the balance. Bien moi, mon projet, il est simple. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Monsieur Poutine,